Est-ce qu'il faut revenir sur Worldline? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Et on va commencer tout de suite avec le cours de ce spécialiste du paiement français. Bon, alors le cours de l'action, on voit que c'est pas engageant, hein. C'est craché. On était au plus haut à peu près à 85 euros. Maintenant, on est à 3,58 €. On est quasiment on est allé en dessous de 3 euros. Bon, ça sent le naufrage. Pour l'instant, on a un petit rebond du chat mort, mais est-ce que c'est le moment de saisir cette action, de saisir cette opportunité? Peut-être, on va regarder. Au niveau croissance du chiffre d'affaires, c'est décélération complète depuis mars 2022. On a accumulé 8,160 milliards d'acquisitions. La market cap est de 1 milliard. Vous voyez qu'il y a quand même un problème là, hein. Ces acquisitions n'ont pas créé de valeur. Donc le management, les divers managements qui se sont succédés, ont un track record horrible en termes de fusion-acquisition. Et ça se voit très bien ici. Donc, déjà, méfiance. Après, il y a eu plein de management différents qui se sont succédés. Donc, ça a impacté évidemment, ça aurait pu améliorer la situation, mais c'est pas le cas. Autre point à signaler d'ailleurs, Worldline au mois de... Alors ça va être au mois de... Ça doit être ce crash-là, hein. Ils ont une affaire de blanchiment d'argent. Ils n'ont pas bien vérifié les business avec lesquels ils travaillaient, malheureusement. Donc ça a complètement craché le cours de l'action. C'était en juin. Donc attention, hein, quand on a un business comme ça qui est mêlé à des affaires un peu légales, financières, c'est toujours risqué. Bon, alors on reprend. On voit que ça décélère. Les acquisitions sont pas terribles. Est-ce que les marges sont en amélioration? Alors, taux de marge brute, oui, 66%. Donc on a un avantage concurrentiel sur cette boîte. Après, voilà, c'est un business qui n'a pas besoin de coûts des intrants très élevés, hein. Il n'y a pas de cost of goods sold. On rappelle, la marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins les intrants. Taux de marge d'EBITDA, lui, il est relativement stable depuis 10 ans, mais il n'est pas très élevé. Quand on regarde le taux de marge brute, on est à 16% contre 19% en médiane. Bon, et on fait des pertes. Malheureusement, le taux de marge net est négatif. Est-ce que ce sont des pertes comptables? Est-ce qu'on a des free cash flow qui sortent quand même? Ouais, c'est le cas. On a quand même des free cash flow. Donc ça, au moins, c'est un signe positif pour cette entreprise. Maintenant, les free cash flow ont atteint un point haut en décembre 2021 et ça chute. Ça a l'air de se stabiliser un petit peu, mais pour l'instant, c'est un peu limite. Bon, c'est pas terrible, hein. Les marges ne sont pas exceptionnelles. Ça reflète la mauvaise gestion du groupe. En termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow, on se trouve sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, hein. C'est cohérent avec ce qu'on a vu avant sur les marges. Donc là, on fait des pertes. Enfin, comptablement, on n'est pas très rentable, très profitablement, mais en termes de flux de trésorerie disponible, on gagne de l'argent quand même, hein, sur cette entreprise. Donc ça, c'est au moins on va dire, une marge de sécurité, enfin, un élément rassurant sur la boîte. Est-ce qu'elle est BFR négatif? Oui. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que ce sont les clients qui financent l'activité. C'est-à-dire qu'on peut faire payer les clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Donc ça, c'est bien. Ça veut aussi dire qu'on a un peu de pouvoir, hein, dans le rapport de force entre le client et le fournisseur. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que ce BFR, il s'améliore? On accumule des variations négatives du BFR depuis 10 ans, donc ça, c'est bien. Donc là, ça se stabilise, hein, la variation du BFR, mais bon. Pour l'instant, il n'y a pas de risque qu'on revienne en BFR positif, donc c'est plutôt bien, plutôt positif. Ensuite, si on regarde la dépréciation amortissement vs la dépense en capital, on a les dépenses en capital qui s'accélèrent depuis quelques années. Bon, s'il y a de la croissance, pourquoi pas, hein, c'est une bonne idée. S'il n'y a pas de croissance, pourquoi investir autant en CAPEX alors qu'on fait de la décroissance? Voilà, ça me pose question, hein. Quand on regarde la croissance ici, ça ne fait que ralentir et on accélère pourtant la dépense en capital. Donc là-dessus, pourquoi est-ce qu'on dépense autant en capital alors qu'il n'y a pas de croissance en face? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre en lisant les rapports financiers. Si on regarde les other non-cash items, on en a pour 12,3 milliards. Il y a quoi là-dedans? Sans avoir creusé, sans trop connaître le dossier, on se doute bien que quand on fait autant d'acquisitions, qu'on a une market cap aussi basse, ça c'est 100% de la dépréciation du goodwill. 100%, alors c'est rien, mais une bonne partie de la dépréciation du goodwill. Donc je rappelle deux choses. Les écarts d'acquisition, quand on achète une entreprise qui est valorisée quand on achète une entreprise plus chèrement que la valeur de ses fonds propres, on marque des écarts d'acquisition dans le bilan. Réglementairement, on amortit le goodwill, c'est-à-dire que année après année, on diminue ce poste linéairement.
Mais quand on voit que chaque année, on doit conduire des tests de dépréciation du goodwill pour vérifier que l'achat qu'on a effectué délivre bien ce qui était prévu en termes de profitabilité économique. Bon, ben là, ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, on a empilé les dépréciations du goodwill, des écarts d'acquisition. Bon, ça, c'est la dépense non cash. Donc, finalement, ça aide à générer des free cash flow supérieurs aux bénéfices nets. Et c'est d'ailleurs quasiment uniquement de là qu'ils viennent les free cash flow. Bon, donc, maintenant qu'ils ont un peu arrêté les acquisitions, on aura peut-être moins de other cash items pour la suite. Et donc là, la dépense en capital supérieure aux dépréciations amortissement va venir grignoter les free cash flow. Si on zoome un petit peu, on voit que bon, là, les capex continuent à être importants. Sur un an, on continue à être supérieur aux dépréciations amortissement. Donc pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire autant d'investissements en capital? À voir. S'il n'y a pas de croissance, ça ne sert à rien. Bon, pour valoriser l'entreprise, si on est gentil, on prend les free cash flow, ça représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. On va voir si elle est endettée d'abord. Et dans ce cas-là, on utilisera plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. Vous pouvez aussi utiliser la valeur d'entreprise sur free cash flow, mais ce n'est pas disponible dans le logiciel ici. Allez, on va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. Est-ce qu'elle est intéressante, cette rentabilité opérationnelle? Le rendement des capitaux investis, il est très faible. En médiane, on est sur 6,3% depuis 10 ans. Là, on est à 3,3%, donc on ne gagne pas d'argent en fait sur Worldline. On gagne des free cash flow parce qu'on a accumulé beaucoup de dépenses non cash. Bon. Mais après, une fois qu'on aura purgé ces dépenses non cash, on a peut-être plus de free cash flow. Et donc là, bon, mais la rentabilité n'est pas exceptionnelle. On ne va pas pouvoir du tout s'autofinancer tant qu'on reste à une rentabilité aussi médiocre. Bon. Ensuite, on va aller regarder l'endettement. On est sur 2 milliards de dettes nettes. Donc, il faut vérifier s'il n'y a pas des obligations locatives de l'IFRS 16, mais je ne pense pas. Ce n'est pas un business qui a besoin de louer quoi que ce soit. On est sur 3 fois les l'EBITDA en dette nette, un peu moins. Bon, ça reste soutenable quand même à ce niveau. En termes de free cash flow, on est sur 7 fois. Donc, 3 fois les free cash flow. 7 fois les free cash flow, pardon, c'est un peu élevé, mais bon, là, c'est encore gérable. À ce niveau. On voit qu'ils font un effort aussi pour essayer de baisser la dette graduellement. Ça, c'est positif. Est-ce qu'ils versent du dividende? Non. Et ça, c'est ça. Il n'y a pas de dividende à verser sur ce genre de situation. Il y a des augmentations de capital. Ça, évidemment, c'est pour ça aide à rembourser la dette. Mais bon, malheureusement, ça dilue les actionnaires. On a plus que doublé le nombre d'actions depuis 10 ans. Donc ça a dilué massivement les actionnaires. Le rendement d'actionnaire, du coup, alors là, il est positif maintenant. Bon, il n'y a pas de dividende de versé, donc je vois pourquoi c'est positif. Ils ont peut-être racheté un peu les actions, mais ça, ce calcul me semble faux ici. Donc pas de rémunération de l'actionnaire, mais c'est ce qui est attendu. En termes de valorisation, en valeur entreprise sur EBITDA, on est à 4,6 contre une médiane de 19. Mais il faut oublier cette médiane, elle n'est pas du tout pertinente. Si on se met sur 5 ans, c'est 19. Si on se met sur 3 ans, ça c'est la nouvelle réalité pour moi. On est à 7,3. Donc il y a quand même une bonne décote. Conclusion. Alors conclusion du dossier. Donc Worldline a enchaîné des managements incompétents. Et donc le cours de l'action reflète cela. Le business en soi, ça peut être un business qui est profitable. Malheureusement, des mauvaises décisions ont entaché la rentabilité de l'entreprise. On est sur une boîte qui est quand même assez lourdement endettée, mais pas au point de mettre sa situation financière en péril. De toute façon, s'ils ont trop de dettes, ils font des augmentations de capital. Maintenant, c'est encore spéculatif pour jouer un rebond. On a vu qu'il y a il y a eu à chaque fois plein de raisons d'espérer. On a eu des rebonds ici, rebonds ici. Bon, mais en fait, finalement, on n'est que sur une lente dégradation du cours. On peut aller regarder même s'il y a une décote sur actifs tangibles. Il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, malheureusement. Est-ce qu'il y a une décote sur capitaux propres? Oui, mais bon, les capitaux propres, c'est du goodwill. C'est des écarts d'acquisition, donc ça vaut pas grand-chose. Donc, bon, il n'y a pas énormément de marge de sécurité, hormis la valorisation qui est très faible. Bon, il va falloir que maintenant le management délivre et que la dette baisse un petit peu pour, à mon avis, commencer à s'y réintéresser. Maintenant, si la recovery se passe bien, vous pouvez doubler votre capital, mais à chaque fois, ça a été l'histoire de OK, la recovery se passe bien et paf, on se recrache. Donc, est-ce que ça va être le même scénario sur les prochaines années? Ça reste à suivre. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.